Bonjour à tout le monde. Bonjour. On aura aujourd'hui une présentation PowerPoint assez longue, 1 heure et demie. Si vous pouvez mettre vos micros sur mouette, c'est pas la peine d'intervenir. On est content d'avoir pour la deuxième fois Romain avec nous. La première fois, c'était à la bibliothèque Pythagore. Maintenant, c'est en ligne. Et avec l'occasion, comme la vie fait, j'ai découvert il y a 5 minutes, sans chercher, il faut mentionner tout ça, j'ai découvert 2 livres fondamentaux. Ça, c'est la Lémurie perdue et je suis sûre que tu connais, Romain, Ah peut-être. oui, oui, bah, je vais un petit peu, je vais en parler un peu, Et oui, l'autre effectivement. qui est l'Atlantide, des livres qui viennent de la théosophie. Et Mm. comme la bibliothèque Pythagore, c'était le siège théosophique, on a encore des vestiges. C'est des très beaux livres hein, et des très Ouais. bons livres sur le sujet. Alors, je te laisse te présenter et Bah, j'enchaîne direct. Vous ouais. voulez que je me présente enfin, bonjour, je suis Romain Priou, chercheur amateur. Je, on va dire, fais des recherches sur le sujet depuis maintenant voilà, plus de 20 ans. L'année dernière, j'étais venu pour l'Atlantide et donc là, cet après-midi, fin de soirée, c'est Mu et la Lémurie. Donc, je vais remercier Rada quand même de me proposer, de m'inviter pour cette présentation et puis la bibliothèque Pythagore. Donc, les histoires de Mu et de la Lémurie. Donc, on a deux autres légendes hein, qui viennent compléter celle de l'Atlantide, où je vous avais montré l'année dernière, voilà, ma vision des choses. Donc, comme pour l'Atlantide, hein, d'entrée de jeu, le but, ça va pas être de vous faire adhérer à ma conviction profonde, hein, mais bien de vous présenter un certain nombre d'éléments troublants que je vais vous exposer durant cette conférence et qui me font poser à moi plusieurs questions. Et s'il avait réellement existé une ou des civilisations anciennes du côté de l'océan Indien ou Pacifique, et s'il restait des traces de civilisation à la vue de tous, mais dont l'origine ou la fonction véritable resterait inconnue, et si nous n'étions pas les premiers à avoir une technologie avancée. Ça commence à faire beaucoup de questions, non? Et en voilà encore une de questions, c'est pourquoi et comment va s'organiser ma présentation. Donc, je vais commencer par vous présenter mon intérêt pour ces deux continents légendaires, d'où ça vient. Je ferai un point historique pour comprendre l'origine de ces deux histoires, parce que c'est assez, voilà, vous verrez, assez complexe à discerner et d'où viennent les noms, Lémurie et Mu. Et puis, on va aller chercher deux, trois traces éventuelles que ces civilisations auraient peut-être laissées sur Terre. Donc, il y aura une synthèse et un temps d'échange hein, qui viendront ponctuer cette présentation qui devrait durer environ 1h30, comme l'a rappelé Rada. Donc, tout d'abord, pourquoi une conférence sur ces deux continents légendaires? Donc, vous allez peut-être me trouver redondant, parce que j'en avais parlé l'année dernière, mais de la même manière que pour l'Atlantide, tout a commencé avec le dessin animé Les Cités d'Or. Sachant que dans le dessin animé, il n'est fait mention que de Mu pour un continent situé dans le Pacifique et pas de la Lémurie. Le dessin animé évoquant d'ailleurs très souvent Mu et sa technologie, comme le bateau Solaris que vous pouvez voir en bas à gauche, le personnage de Tao étant le descendant de la civilisation de Mu et Esteban, le fils d'un prêtre atlante. Et puis donc, il y a eu les livres, hein, bien évidemment, et notamment l'incontournable Mu, le continent perdu de James Churchward, mais également les deux tomes du Paradis perdu de Mu de Louis-Claude Vincent. Alors que pour l'histoire de la Lémurie, on a le livre qu'a montré Rada à l'instant du théosophe Walter Scott Elliott, La Lémurie perdue, ou celui du rosicrucien Richard Servet, La Lémurie, continent perdu du Pacifique. Donc, ce que j'ai pu constater au fur et à mesure de mes recherches, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de littérature sur Mu et la Lémurie que sur l'Atlantide, mais alors vraiment beaucoup, beaucoup moins. Donc, néanmoins, hein, au regard des livres qui ont le mérite d'exister et qui vont aussi me servir de référence, qu'en est-il des origines des noms, des histoires et des localisations de ces deux continents, des noms qu'on pense interchangeables, alors que de mon point de vue, ils sont chacun liés à une zone géographique précise. Donc, sur leur localisation, je ne vais pas tourner autour du pot trop longtemps, puisque mon postulat de départ est que la Lémurie se situe dans l'océan Indien et Mu dans l'océan Pacifique. Et pour rentrer un peu plus dans le détail, hein, je vais commencer par la Lémurie dans l'océan Indien. Alors attention, zoom. Voilà.
Donc la Lémurie, pour moi, et pour beaucoup d'autres auteurs, se situerait quelque part dans le cercle jaune. Mais pourquoi dans ce cercle jaune? Alors avant toute chose, avant d'attaquer les détails historiques qui montreront pourquoi elle serait située dans ce cercle, je tiens à préciser que ce soit pour la Lémurie ou Mu, on ne remonte pas aussi loin que Platon pour une histoire racontée dans le passé. C'est même plutôt relativement proche de notre époque. Donc voilà, il y a environ 250 ans, au XVIIIe siècle, un naturaliste suédois, Carl von Linné, observe que certaines créatures que l'on trouve à l'époque sur Madagascar se déplacent silencieusement la nuit, que leurs grands yeux reflètent la lumière et qu'ils poussent des cris étranges. La difficulté de les observer la nuit leur vaut à l'époque la réputation d'être des fantômes de la forêt. Et comme en latin, fantôme se dit lémur, notre naturaliste suédois propose tout naturellement de nommer ces primates nocturnes en lémuriens. Près de 100 ans après lui, un naturaliste français, Étienne Geoffroy Saint-Hilaire, est le premier à émettre l'hypothèse de l'existence d'un continent entre l'Inde et l'Afrique suite aux mêmes observations concernant les lémuriens. Reprenant cette idée, 20 ans plus tard, en 1864, le zoologiste anglais Philip Sclater cherche à expliquer pourquoi on trouve des lémuriens, non seulement à Madagascar, mais également au Sri Lanka, dans les forêts du Bengale, en Malaisie, ou encore sur les îles de Java, Sumatra et Bornéo. Donc, comme tous ces primates sont des cousins génétiques, notre zoologiste se demande si, à un moment donné de l'histoire, un continent n'aurait pas relié Madagascar à l'Inde, voire jusqu'à l'Indonésie. Cependant, Sclater n'a pas produit de carte pour mettre en avant son hypothèse. Le continent imaginaire en jaune est le pur fruit de mon imagination, qu'on soit bien d'accord. C'est juste histoire d'illustrer cette hypothèse. Même s'il n'a pas réalisé de carte, l'apport majeur de Sclater à cette histoire est le nom qu'il a donné à ce continent hypothétique, puisqu'il l'a appelé Lémurie, en référence aux Lémuriens, donc. Et comme d'après lui, ces Lémuriens auraient eu une origine africaine, il propose de relier également ce continent à l'Afrique, avec l'idée qu'en partant d'Afrique, nos charmants primates auraient migré jusqu'en Inde, pour ensuite rejoindre l'Asie du Sud-Est et les îles indonésiennes. C'est donc vraiment de cet homme, Philippe Sclater, que nous vient pour la première fois dans l'histoire le terme Lémurie pour nommer un continent qui aurait pu exister dans l'océan Indien. 4 ans après, en 68, son hypothèse fut renforcée par les travaux de William Thomas Blanford, un naturaliste et géologue anglais, qui accrédita l'idée que les îles émergées de l'océan Indien, entre l'Afrique et l'Inde, étaient à l'origine les sommets d'un grand continent qui aurait donc relié l'Afrique à l'Inde, en incluant Madagascar et toutes les îles que vous voyez en blanc. 2 ans après, autour d'Ernst Haeckel, un biologiste allemand considéré comme le père de l'écologie, de populariser encore davantage la lémurie en suggérant ni plus ni moins que l'espèce humaine serait apparue sur ce continent disparu. Il en a même dessiné une carte. Donc, on va d'abord repartir d'une carte du monde sur laquelle on va superposer la carte d'Ernst Haeckel comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir sur cette carte? On peut voir en jaune les contours d'un continent qu'il a dessiné en fonction de ses connaissances de l'époque, un continent qu'il appelle Lémuria, en référence à Sclater. Et l'autre particularité de cette carte, c'est qu'il localise un lieu qu'il appelle Paradis au niveau de la flèche rose. Alors, on verra mieux après le zoom. Tac, comme ça. Comme ça. Donc, on voit le paradis en rose. Et à partir de ce paradis, Ernst Haeckel montre, avec les flèches roses, que l'espèce humaine se serait dispersée partout sur la Lémurie avant de coloniser tous les autres continents. Donc, pour lui, l'espèce humaine était originaire de la Lémurie. Les Lémuriens étant, de son point de vue, les ancêtres des humains. Si on superpose avec une carte d'aujourd'hui, on voit que ce paradis en rose ne prend par exemple pas naissance sur une île, mais quelque part au fond de la mer d'Arabie. Quant au périmètre jaune inventé par Haeckel, il ne correspond à rien de valide géologiquement aujourd'hui, mais ça va dans le sens
de ses prédécesseurs qui ont tous imaginé un continent entre l'Afrique et l'Inde, voire jusqu'à l'Indonésie. Donc, je vais faire ici une petite pause sur nos 5 premiers protagonistes. Est-ce que vous n'observez pas quelque chose les concernant? Alors, ce sont tous les 5 des scientifiques, pas d'ésotéristes, pas d'occultistes, pas de médiums ou de clairvoyants. Non, l'idée de la lémurie a pris naissance dans le milieu des chercheurs qui, à la suite de Darwin et sa célèbre théorie de l'évolution, tentaient d'expliquer l'évolution des espèces, et notamment celle d'Homo sapiens. Alors, petite remise dans le contexte de la fin du 19e siècle. À l'époque, il n'y avait évidemment pas tous les ossements humains qui ont aujourd'hui été trouvés en Afrique, ni les méthodes de datation qui vont avec. Qui plus est, la théorie de la tectonique des plaques ne sera vraiment prise au sérieux par son inventeur que 75 ans plus tard. Les scientifiques de l'époque émettaient donc des hypothèses au regard des connaissances de l'époque, cela va de soi. C'est pourquoi, à l'origine, l'idée d'un continent lémurien, qui aurait pu exister entre l'Afrique, l'Inde et l'Indonésie, fut accréditée par les recherches de naturalistes, de géologues et d'ethnologues, et fit son chemin dans toute l'Europe durant la fin du 19e siècle. Donc maintenant, on va quitter le monde des scientifiques pour entrer dans celui des romanciers, des aventuriers et bien évidemment des occultistes. Et on va commencer par Louis Jacolliot, un juriste français de formation, passionné de culture asiatique, qui a écrit de nombreux ouvrages sur l'Inde, sur sa spiritualité, ses mythes, sans compter les nombreux récits de voyages et même des romans d'aventure. On peut citer entre autres Histoire des Vierges, les peuples et les continents disparus. Alors pourquoi je vous parle de ce Jacolliot? Bien parce qu'à l'époque, bien que ses descriptions et observations étaient considérées comme fantaisistes, ces livres contribuèrent à faire accepter l'idée de la lémurie et influencèrent notablement les écrits de qui? D'Elena Petrovna Blavatsky, celle par qui la lémurie a certainement eu le plus de retentissement. Mais ça ne s'est pas fait en une seule fois. En effet, elle évoque tout d'abord ce continent dans son premier livre Isis dévoilée, en 1877, un livre dans lequel il est aussi question de l'Atlantide, et dans lequel elle fait référence aux scientifiques Saint-Hilaire et Haeckel, qu'on vient de voir, en plus de Jacolliot. Dans ce livre, donc Madame Blavatsky reprend le thème d'un continent présent dans l'actuel océan Indien, aujourd'hui disparu, et dont parlera également un personnage bien connu des atlantophiles, Ignatius Donnelly. Puisqu'effectivement, dans son livre Atlantis, monde antédiluvien, Donnelly évoque la lémurie, avant que Madame Blavatsky n'en parle à nouveau dans son livre sans doute le plus connu, La doctrine secrète. Donc c'est notamment dans ce livre qu'elle expose le concept de 7 races racines qui se seraient succédées sur différentes parties du globe, et cela sur des millions d'années. Donc, concernant la lémurie, Madame Blavatsky explique que ce continent est supposé être celui sur lequel s'est développée la troisième humanité. Petite citation de Madame Blavatsky tirée de la doctrine secrète, : ouvrez les guillemets. Nous proposons d'appeler le troisième continent Lémurie. Ce nom est une invention ou une idée de M. Sclater qui, entre 1850 et 1860, affirma, en s'appuyant sur des faits zoologiques, l'existence réelle aux époques préhistoriques d'un continent qui s'étendait, d'après lui, de Madagascar à Ceylan et Sumatra. Il comprenait quelques parties de ce qui est, aujourd'hui, l'Afrique, mais à part cela, ce gigantesque continent, qui s'étendait depuis l'océan Indien jusqu'à l'Australie, a aujourd'hui complètement disparu sous les eaux du Pacifique. Donc, en plus des références aux scientifiques de son époque, Madame Blavatsky aurait obtenu la majorité de ces informations dans un livre mystérieux, le livre de Xian, qui aurait été écrit en Atlantide et qui lui aurait été montré par des maîtres de sagesse ou des adeptes par la voie de l'écriture automatique. Donc, quelques années après, un de ses disciples de la Société théosophique, Walter Scott Elliott, publia en 1905 La Lémurie perdue, consacré entièrement à l'histoire de la Lémurie. Et c'est dans cet ouvrage que l'on trouve 6 cartes qui ont rendu célèbre l'ouvrage. Pourquoi? Car dans ces cartes, l'auteur a reproduit les contours des continents Lémurie et Atlantide en les superposant aux contours des continents existants. C'est ce que vous voyez à l'écran. Donc, les sources utilisées par l'auteur sont, d'après ce qu'il a écrit, un globe, un bas-relief en terre cuite, une carte bien conservée sur parchemin et une autre carte très mal conservée. L'auteur écrira lui-même que la retranscription de ces cartes archaïques peuvent être prises comme approximativement correctes. Bon, la grande particularité de ces 6 cartes est qu'elles portent sur des périodes allant de moins 300 millions d'années
à aujourd'hui. Je vais vous les présenter par ordre chronologique. Donc pour la première à l'écran, elle montrera le monde existant entre moins 300 millions d'années à moins 152 millions d'années. La seconde entre moins 152 millions d'années et moins 1 million d'années. La troisième entre moins 1 million d'années et moins 800 000 ans. La quatrième entre moins 800 000 et moins 200 000 ans. La cinquième de moins 200 000 à moins 80 000 ans. Et la sixième carte qui montre le monde entre moins 80 000 et moins 12 000 ans avant aujourd'hui, à savoir le monde avant la destruction de la dernière île de l'Atlantide, située dans l'Atlantique par les théosophes. Alors nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la Lémurie et pas l'Atlantide. Mais comme ces cartes sont centrées sur l'Europe de l'Ouest, il nous faut les découper pour pouvoir les positionner sur notre carte à nous, centrée sur l'océan Indien et l'océan Pacifique. Donc, si on prend la première carte il y a 300 millions d'années, qu'on la coupe en deux, ça nous donne ça. Donc maintenant, je vais conserver que les contours des continents que je superpose à notre carte moderne, et ça nous donne cette carte. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit en jaune les territoires qui, d'après les théosophes, faisaient partie de la Lémurie entre moins 300 et moins 152 millions d'années. Et de la Lémurie telle qu'elle aurait été à son apogée, hein, comme il est écrit sur la carte originale. Donc, pour le moment, vous pouvez observer que l'Atlantide n'existe pas sur la carte des théosophes. Autre chose que l'on peut observer, c'est qu'effectivement, au niveau du cercle rouge, il y a des territoires de la Lémurie qui sont situés dans l'actuel océan Indien. De la même manière que dans les 150 millions d'années qui suivirent, lors de la période appelée la Lémurie à sa dernière période, la Lémurie avait également des territoires au niveau de l'océan Indien actuel. Serait-ce de ces deux périodes dont Helena Blavatsky parlait dans son livre La doctrine secrète, et dont je remets l'extrait à l'écran, à savoir un continent dont le nom Lémurie était une invention de M. Sclater et qui se serait étendu au niveau du cercle rouge de Madagascar, Ceylan et Sumatra et jusqu'à l'Australie? Je ne sais pas. Mais dans ce cas-là, pourquoi ne pas évoquer toutes les autres parties en jaune, à savoir tout le reste de ce qui apparemment était également des territoires de la Lémurie partout sur la planète, d'après les théosophes? Alors, à sa décharge, Madame Blavatsky est décédée en 1891, soit 14 ans avant que M. Scott Elliott ne produise ses cartes. Et en 14 ans, on peut estimer que les théosophes ont pu avoir accès à des informations qui n'étaient pas connues de Blavatsky, ce qui leur a permis de produire ces cartes remontant à 300 millions d'années. Donc de moins 300 à moins 1 million d'années, on peut voir qu'il y a des terres émergées au niveau de l'océan Indien. Cependant, dans la période suivante, on peut voir qu'il y en a déjà beaucoup moins. Donc, à préciser que sur cette carte, sur la période de moins 1 million d'années à moins 800 000 ans, l'Atlantide fait son apparition en vert à droite avec le nom Atlantis. Donc, pour ce qui est des territoires en jaune de la Lémurie, on s'aperçoit qu'il y a presque plus de terres ou de continents qui occupent l'océan Indien, au niveau de la zone entourée en rouge. Si ce n'est Madagascar et l'île Maurice, plus grandes qu'aujourd'hui. On a plutôt une grande masse de terre jaune qui intègre l'Australie, la Nouvelle-Zélande, une partie de l'Indonésie, les Philippines et qui s'étire sur une bonne partie du Pacifique en englobant presque toutes les îles qu'on connaît aujourd'hui, Hawaï, les Fidji, les îles Mariannes, la Polynésie française, l'île de Pâques, etc. L'île de Pâques, dont on voit qu'elle aurait été bien plus grande qu'aujourd'hui, il y a 1 million d'années. Que se serait-il passé il y a 800 000 ans? Donc, les théosophes nous disent qu'une guerre éclata entre l'Atlantide et la Lémurie, une guerre qui dura très longtemps et qui aurait pris fin par une série de cataclysmes si terrifiants qu'ils auraient mis fin à la toute-puissance des deux continents légendaires. C'est également l'histoire des cités d'or. Ainsi, de gigantesques explosions finales auraient eu lieu un peu partout sur tous les continents de l'époque, ce qui mit un terme définitif à cette guerre. Et ces explosions reconfigurèrent et remodelèrent tous les continents, avec notamment les territoires de la Lémurie qui se rétrécirent, tout en conservant les îles citées précédemment. Puis, il y a 200 000 ans, le monde vécut à nouveau des catastrophes et cataclysmes en tout genre. Alors là, sans que les théosophes ne précisent grand-chose à leur sujet. Les continents changèrent à nouveau d'aspect, avec toujours une réduction des territoires de la Lémurie.
Des territoires qui se concentrèrent désormais jusqu'à il y a 80 000 ans autour de l'Australie, Bornéo, des Philippines, Papouasie et des îles avec les points jaunes. Les théosophes nous disent qu'à nouveau, il y a 80 000 ans, il y a eu de nouvelles catastrophes sur Terre, des catastrophes qui mirent une fin définitive à la Lémurie, puisqu'on voit que ce qui serait resté de la Lémurie correspondait au contour des continents actuels, avec une Lémurie, d'après les théosophes, toujours située au niveau de l'Australie, de la Papouasie, des Philippines, d'une partie de l'Indonésie et de Madagascar. Et pour aller au bout de ce que nous léguèrent les théosophes, ils nous disent qu'il y a 12 000 ans, une ultime catastrophe a annihilé ce qu'il restait de l'Atlantide, dans l'Atlantique, donc à droite de la carte. Donc tous ces événements se seraient succédés durant 300 millions d'années avant d'aboutir à notre bonne vieille configuration des continents d'aujourd'hui. Donc pour nos théosophes, d'un côté on a Madame Blavatsky qui a écrit que le nom de Lémurie a été inventé par Sclater et qu'il faudrait suivre la piste de ce continent dans l'océan Indien. Et de l'autre, on a M. Scott Elliott qui a écrit et qui a tracé sur plusieurs cartes que finalement, il faudrait plutôt regarder vers l'Australie, l'Indonésie, les Philippines et une partie des îles du Pacifique. Donc si déjà entre eux, ils ne sont pas complètement d'accord, je ne vois pas comment nous, on pourrait s'y retrouver. Vous ne croyez pas? D'autant que, plus récemment, d'autres auteurs ont poursuivi la recherche sur ce mystérieux continent, mais en le localisant encore ailleurs. On trouve donc Wishart Spence Harvey, un homme d'affaires états-unien, qui a écrit le livre La Lémurie en 1931 et qui, lui, la situe en Californie, au niveau du mont Shasta, dont vous voyez la photo sur la première de couverture à l'écran. Et enfin, je vous présente Aurelia Louise Jones et son livre Telos, Révélation de la Nouvelle Lémurie, avec encore une fois sur la première de couverture le mont Shasta et un drôle de nuage rose qui s'approche du volcan. Que nous raconte Madame Jones dans son livre? Eh bien qu'au niveau du mont Shasta, en Californie, localisé sur le point jaune, une communauté lémurienne vivrait dans la cité de Telos. Une cité dans laquelle se serait réfugiée une communauté de survivants de la Lémurie, suite à la destruction ultime de leur continent il y a 12 000 ans, un continent qui aurait existé pendant des millions d'années dans le Pacifique. Des informations que Madame Jones aurait obtenues en canalisant l'esprit de Adama, le grand prêtre et le chef spirituel de Telos. Alors, concernant la Lémurie, je viens de vous présenter quelques-uns des principaux protagonistes de l'origine de son nom, de sa localisation et de sa légende. On y trouve des scientifiques, un romancier aventurier, puis des occultistes, quand bien même certains ont également exercé d'autres métiers. Alors pourquoi les occultistes ont pris le relais des scientifiques? Parce qu'au début du XXe siècle, un certain Alfred Wegener proposa la théorie de la dérive des continents, ce qu'on appelle de nos jours la tectonique des plaques. Une théorie qui a été validée par la communauté scientifique en 1945 et qui reléguera définitivement toutes les hypothèses sur la Lémurie, sur Mu et sur l'Atlantide au rang de mythe du point de vue des scientifiques. Nous venons de voir que la Lémurie a été située à la fois dans l'océan Indien, mais également autour de l'Australie et de l'Indonésie ou encore dans l'océan Pacifique. Alors qui a raison, qui a tort? Difficile d'y retrouver ces petits. Si on se place du point de vue des théosophes, la Lémurie historique aurait été localisée dans les trois cercles à la fois, puis aurait vu ces territoires se réduire pour ne plus conserver que la partie autour de l'Australie sur le cercle du milieu. Même si, pour les scientifiques de l'époque, ainsi que pour Madame Blavatsky, la Lémurie se situait dans l'océan Indien. Tandis que pour les occultistes du XXe siècle, la Lémurie était localisée dans l'océan Pacifique et aurait subi une catastrophe ultime il y a 12 000 ans, là où pour les théosophes, cette catastrophe ultime aurait eu lieu il y a 80 000 ans. Sachant que la catastrophe d'il y a 12 000 ans peut également rappeler la dernière destruction de l'Atlantide évoquée par Platon. Mais on peut imaginer aussi qu'il a pu se passer une catastrophe mondiale qui aurait impacté et l'Atlantide et la Lémurie. Est-ce que vous me suivez toujours? Enfin bref, c'est notamment cette localisation de la Lémurie dans l'océan Pacifique qui m'interpelle, car elle se superpose à l'autre mythe dont il est question dans ce même océan, à savoir le mythe de Mu. Alors, je vais écarter volontairement l'hypothèse d'une Lémurie au niveau de l'Australie et des îles alentours, car pour moi, ces territoires ont plutôt été des territoires où des rescapés de Mu se seraient réfugiés.
Rappelez-vous de mon postulat de départ. Pour moi, la Lémurie se situait dans l'océan Indien et Mu dans l'océan Pacifique. Alors pourquoi certains auteurs en sont-ils arrivés à parler également de la Lémurie au niveau de l'océan Pacifique? S'agit-il d'une confusion avec Mu? Et au fait, d'où vient cette légende de Mu? Pour comprendre cet imbroglio entre Mu et la Lémurie, il va falloir qu'on se plonge dans les origines de l'histoire de Mu, une histoire qui s'est élaborée en parallèle de celle de la Lémurie, toujours au cours de ce même 19e siècle. Donc ça commence avec un certain Charles-Étienne Brasseur de Bourbourg, un missionnaire français, considéré comme l'un des pionniers de l'archéologie de l'histoire précolombienne. Alors, ce Charles-Étienne effectue des fouilles au Mexique et il annonce être capable de traduire l'écriture maya. Et en 1867, il prétend notamment être en mesure de traduire un des 4 codex sauvegardés de la folie destructrice des conquistadors, le codex Troano ou codex de Madrid. Et dont on peut voir un zoom sur cette image avec ce drôle de personnage bleu et le serpent derrière lui. Brasseur de Bourbourg assure qu'en traduisant les inscriptions de ce codex, il a pu y lire une histoire concernant la disparition d'une terre qui aurait coulé après un cataclysme à l'ouest du Mexique, donc dans le Pacifique, et que le nom de cette terre mystérieuse serait Mu, toujours d'après ses traductions. Il est donc le premier dans l'histoire à avoir utilisé ce terme de Mu pour désigner un continent disparu dans le Pacifique. Il est en fait dans l'erreur, car ces traductions s'avèrent erronées, mais ça pourra être démontré que 100 ans plus tard par les spécialistes du XXe siècle. Et donc il est trop tard. Brasseur de Bourbourg lance le mythe du continent disparu de Mu, ce qui suscitera notamment l'intérêt d'un autre passionné de la civilisation maya qui lui succédera dans cet objectif de traduire le Codex de Madrid, Augustus Le Plongeon, un photographe de métier. En 1871, après avoir lu les livres de Brasseur de Bourbourg, de la même manière, Le Plongeon a prétendu qu'une partie du Codex de Madrid relatait la destruction du continent de Mu, mais lui, il situe ce continent dans l'Atlantique. Et que cette civilisation, disparue il y a plusieurs millénaires, aurait propagé sa technologie avancée dans le monde entier et qu'elle aurait notamment permis l'édification des grandes pyramides éparpillées sur le globe. Une idée qui sera reprise 10 ans plus tard par Ignatius Donnelly donc pour son livre sur l'Atlantide et dont on a déjà parlé tout à l'heure. Puis, en 1926, Mu fut véritablement popularisé au niveau mondial par James Churchward, et ce, dès son premier livre intitulé Mu, le continent perdu. Dans ce livre, Churchward, ancien colonel de l'armée aux Indes britanniques, affirme, à l'instar que de Brasseur de Bourbourg et Le Plongeon, que ce continent de Mu est englouti au fond de l'océan Pacifique suite à une catastrophe qui a eu lieu il y a environ 12 000 ans. L'ouvrage, qui sera un best-seller planétaire, sera suivi de plusieurs autres sur le même thème. Il a, lui, écrit que ces informations lui venaient de la traduction de tablettes que lui seul a pu voir en Inde et au Mexique. Ok, donc on a un continent englouti il y a 12 000 ans au fond du Pacifique. Est-ce que ça ne vous rappelle pas un autre continent situé dans l'Atlantique et qui aurait lui aussi disparu il y a 12 000 ans? Est-ce que Churchward aurait confondu Mu et l'Atlantide au niveau de la datation et de la destruction? Ou s'agit-il de la même catastrophe qui aurait détruit ces deux continents? Ce qui est sûr, c'est que Churchward ne situait pas Mu dans l'Atlantique. En effet, dans son ouvrage, il propose une carte de la localisation de Mu qui s'étendait selon lui sur une bonne partie de l'océan Pacifique, comme on peut le voir sur le fond de plan ici. Cette carte étant très certainement familière à tous ceux qui s'intéressent à Mu et à la Lémurie, puisqu'elle est reprise très fréquemment sur des centaines de sites internet et de vidéos YouTube. Churchward a écrit dans son livre qu'il a tracé cette carte en prenant comme point de départ les îles sur lesquelles on avait découvert à son époque des vestiges, donc sur tous les points jaunes que vous voyez. Et il se trouve qu'il y a effectivement beaucoup de vestiges ou autres ruines qui ont été retrouvées sur toutes ces îles, sans compter les légendes et mythes véhiculés par les natifs des îles du Pacifique. Ce fut ensuite au tour de Louis-Claude Vincent, un ingénieur français, de nous proposer une compilation sur Mu en 2 tomes de 400 pages. Passionné par l'histoire de Churchward, M. Vincent a repris à son compte le fait que Mu a existé dans le Pacifique et a disparu dans un cataclysme il y a plus de 12 000 ans. La seule différence avec ses prédécesseurs, c'est qu'il propose des pistes et des sources bien plus complètes à partir d'un recoupement de preuves archéologiques retrouvées dans les îles et sur les côtes pacifiques des continents américains et asiatiques, ainsi que de l'Australie. Sans aucun doute, les livres les plus complets sur le sujet,
et qui me paraissent, à moi, hein, incontournables pour tous ceux qui s'intéressent à l'U, bien sûr. Enfin, il me reste à évoquer le livre de Joseph Blumrich, un ancien ingénieur de la NASA qui a écrit en 1979 Cascara et les sept mondes. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit du témoignage d'un Indien de la tribu des Hopis, appelé Ours Blanc, qui relate l'histoire de ses ancêtres, une histoire dont il dit à Blumrich qu'elle s'est transmise de génération en génération en génération, et ceci pendant des dizaines et des dizaines de milliers d'années. Il relate notamment le pénible exil de son peuple vers les côtes de l'Amérique du Sud il y a 80 000 ans, suite à la destruction d'un continent qu'il appelle Cascara et qui se situait dans le Pacifique. Est-ce que Cascara serait le continent mu de Churchward? Qui plus est, cette date de 80 000 ans ressemble fort à la date proposée par les théosophes. Est-ce qu'Ours Blanc aurait rencontré, voire aurait été influencé par Helena Blavatsky? J'en doute fort. Donc voilà, après cette petite première demi-heure, je pense avoir bien posé le contexte de l'origine de ces deux mystérieux continents disparus. On va maintenant poursuivre cette présentation avec l'analyse d'éventuelles traces, vestiges, ruines ou autres étrangetés qui auraient pu être laissées par ces lointaines civilisations. Et je vais commencer par la Lémurie dans l'océan Indien. Trace, or not trace, telle est la question. En 2013, une équipe internationale de chercheurs a découvert les restes d'un microcontinent sous les îles Maurice et de la Réunion. La découverte a fait l'objet d'un article dans la revue Nature. Dans cet article, les chercheurs affirment qu'un ancien continent gît sous la mer et qu'il se serait disloqué il y a des millions d'années. Ce continent sous-marin aurait été le fameux pont entre Madagascar et l'Inde dont parlait M. Sclater en 1864. Donc voilà la carte telle qu'elle est exposée dans l'article scientifique. Avec en blanc la reconstitution de ce qui s'apparenterait au reste de Mauritia, le nom qu'ils ont donné à ce continent, il y a 85 millions d'années. Ce qui nous donnerait ça sur notre carte globale. Alors oui, effectivement, une disparition il y a 85 millions d'années nous éloigne un tantinet d'éventuelles traces laissées par une civilisation avancée, on est d'accord. Si on y regarde de plus près, je ne peux pas ne pas évoquer les pyramides retrouvées sur l'île Maurice, elle-même située sur ce continent englouti appelé Mauritia. Des pyramides sur l'île Maurice, dans l'océan Indien? Oui, oui, et plus exactement, 7 pyramides situées au sud-ouest de l'île. Alors cela a de quoi intriguer, hein, puisque ces monticules de pierre ne sont pas sans rappeler les pyramides que l'on peut trouver sur l'île de Tenerife, aux Canaries. Observez quand même les similitudes frappantes entre les pyramides de l'île Maurice, à gauche, et celles de Tenerife, à droite. Alors forcément, quelques esprits embrumés par des théories dites farfelues vont jusqu'à émettre l'hypothèse qu'une même civilisation serait à l'origine de la construction de ces structures de part et d'autre de l'Afrique. Vous me voyez venir, n'est-ce pas? Alors que si l'on s'en tient à l'archéologie, tout cela n'est bien évidemment que du hasard, et toutes ces pyramides ne sont que des tas de cailloux entassés par des agriculteurs lorsqu'ils ont nettoyé leurs champs pour pouvoir être ensuite en mesure de cultiver leur terrain. Et d'après eux, effectivement, lorsqu'on jette des pierres les unes sur les autres, ça forme, ça forme, ça forme. Eh ben oui, ça forme une pyramide. C'est vrai, effectivement. Du coup, pour nos archéologues, pas besoin d'aller chercher midi à 14 heures. Les agriculteurs ont nettoyé leurs champs, qui ont nettoyé leurs champs ont juste été un peu plus créatifs et un peu plus bricoleurs que d'autres. Voilà tout. Et puis surtout, ils avaient quand même du temps à perdre, hein, pour façonner des pyramides à degrés similaires que l'on retrouve sur deux îles distantes de 9300 km, alors qu'ils auraient tout simplement pu laisser un tas de cailloux sans forme spécifique. Parce que je ne sais pas pour vous, mais je trouve que ces photos ne donnent pas vraiment l'impression qu'on a affaire à de vulgaires tas de cailloux, surtout lorsqu'on voit ces arêtes géométriquement régulières. Elles semblent plutôt avoir été agencées avec patience, méthode et intelligence, et très certainement dans un but précis. Mais lequel? Je n'ai pas réponse à cette question. Je sais juste que si on prend de la hauteur pour observer le positionnement de ces 7 pyramides et qu'on s'amuse à les relier entre elles, il est alors possible d'entrevoir des angles,
ou des lignes droites. Pour info, il s'agit d'un effet d'optique, hein. L'angle droit n'est pas parfaitement droit et la ligne droite en diagonale n'est pas parfaitement droite non plus. Est-ce que ces 7 pyramides pourraient former par exemple une constellation connue? Bon, j'avoue ne pas avoir poussé plus loin que ça les investigations. Ce sera peut-être pour une prochaine fois. Quoi qu'il en soit, j'ai du mal à croire, naïvement, à l'hypothèse du tas de pierres entreposées machinalement suite au défrichage d'une parcelle agricole. Ouais, j'y crois pas. Ces 7 pyramides semblent donc nous cacher encore de nombreux mystères, que ce soit sur l'origine de leurs vrais bâtisseurs ou sur la logique de leur positionnement. Si on reprend la carte d'ensemble, je vais vous raconter une curieuse légende, tamoule, qui parle d'une lointaine terre au sud de l'Inde, qui aurait existé il y a 10 000 ans, voire plus, et qui aurait été submergée par l'océan Indien. Alors d'abord, on va se situer. Qui sont les Tamouls? Il s'agit d'un peuple qui vit majoritairement aujourd'hui en Inde du Sud et au Sri Lanka, dont vous pouvez voir la répartition sur les taches rouges. Leur langue est le tamoul, attestée comme une des plus anciennes langues de l'Inde, puisque les premières inscriptions datent d'il y a au moins 2200 ans. Mais les Tamouls eux-mêmes font remonter leur ancienneté à une époque bien plus reculée, puisqu'il a été retrouvé dans des textes datant d'il y a 500 ans qu'ils seraient issus d'une terre située au sud de l'Inde et du Sri Lanka qui aurait été submergée il y a de cela au moins 12 000 ans. Une terre qui aurait englobé également l'Inde et le Sri Lanka. Cette date de 12 000 ans ne vous rappelle-t-elle rien? Oui, la fin de l'Atlantide, effectivement. Mais pour les Tamouls, cette terre submergée ne s'appelait pas l'Atlantide, ni Lémurie, mais Kumari Kandam. Alors j'ai repris cette image, car c'est celle qui est utilisée par Wikipédia, vous pouvez retrouver, hein, pour évoquer Kumari Kandam, et que vous retrouvez par ailleurs dans de nombreux sites internet ou vidéos sur YouTube. Ça paraît démesuré, non? Mais est-ce que cette légende ne serait qu'une légende, justement? Ou n'y aurait-il pas une petite part de vérité dans tout ça? Alors, si on superpose les contours de ce méga continent à une carte des fonds sous-marins d'aujourd'hui, ça nous donne ça. Bon, à première vue, c'est vrai que c'est pas très probant. Bon, pour expliquer un peu la carte, la couleur rouge autour des côtes correspond aux zones les moins profondes, entre 100 et 200 mètres de profondeur. Puis vous trouvez le jaune, le vert et enfin le bleu pour les profondeurs à plus de 3000 mètres. Ce n'est pas très probant au vu du contour en noir, vous disais-je. Mais il faut savoir que la légende tamoule n'a jamais décrit précisément cette terre de Kumarikandam. Ce dessin sur Wikipédia qui est repris, en fait, n'a pas d'origine des Tamouls. Pour eux, il est suggéré que Kumarikandam serait dans l'océan Indien, dans le prolongement de l'Inde et du Sri Lanka, mais sans le positionner exactement. Alors, où se trouverait cette terre aujourd'hui immergée par les eaux? Alors, je vais me rapprocher de l'Inde et du Sri Lanka. Attention au zoom, comme ça. Bon, alors, qu'est-ce qu'on voit? Bon, déjà que la carte, c'est pas très belle, c'est une très mauvaise résolution. Je vais passer à un autre fond de plan, mais vous pouvez juste constater que le long des côtes de l'Inde, vous voyez comme un prolongement des côtes en rouge. C'est vrai qu'on verra mieux avec ce fond de plan comme ça. Maintenant, si on superpose ce qu'on voyait en rouge précédemment et qui correspond au bleu ciel de ce nouveau fond de plan, ça nous donne ça. Et à quoi correspondent les taches rouges? Donc, il s'agit des côtes de l'Inde, il y a 16 000 ans, lorsque la mer était plus basse d'environ une centaine de mètres. Ce qui fait qu'on peut vraisemblablement penser que l'Inde et le Sri Lanka ne faisaient qu'un et que le trait de côte de l'Inde était plus loin qu'aujourd'hui de plusieurs dizaines de kilomètres. La carte de l'Inde a très certainement ressemblé à ça il y a 16 000 ans. Mais l'eau était plus basse d'une centaine de mètres il y a 16 000 ans, pourriez-vous me demander? Eh bien oui. Si vous regardez ce graphique qui reprend l'évolution du niveau des océans depuis 16 000 ans, avec le niveau actuel tout en haut à droite, avec 0, et que vous balayez la courbe rouge de la droite vers la gauche, jusqu'à il y a moins 16 000 ans, vous pouvez voir que le niveau est plus bas de plus de 100 mètres et qu'il est donc lentement remonté au fil des millénaires jusqu'au niveau actuel, notamment suite à la fonte des glaces de la dernière glaciation. Une explication scientifique qui pourrait donc aller dans le sens de la légende tamoule dont j'ai remis les contours de la localisation géographique du peuple. Kumarikandam ou la Lémurie
ne pourrait en fait qu'être ce que vous voyez en rouge, à savoir le sous-continent indien et le Sri Lanka, qui ne font plus qu'un, et des côtes plus lointaines de 30 à 50 km, ce qui est peut-être suffisant pour créer le sentiment d'un grand continent qui aurait existé au large, qui sait. Le plus curieux est que le centre mondial des théosophes se trouve à Adyar, au niveau de la flèche blanche, soit en plein territoire tamoul, ceux qui sont en jaune sur la carte. C'est Helena Blavatsky elle-même qui a inauguré ce centre en 1882, où elle vivra d'ailleurs durant quelques années. Helena Blavatsky des théosophes n'aurait-il pas été influencée par la légende de Kumarikandam pour élaborer cette légende de la Lémurie? N'y aurait-il pas un lien? Et si la légende tamoule contenait véritablement une part de vérité? Cela ne voudrait-il pas dire qu'on devrait retrouver des vestiges ou des ruines au large des côtes indiennes? Vous me voyez venir, n'est-ce pas? Eh bien, en fait, oui, il y en a. Il y a notamment 3 sites de vestiges qui ont été retrouvés au fond de l'eau depuis une vingtaine d'années, au large de l'Inde, au niveau des points bleus. Correspondent-ils à la légende de Kumarikandam? Bon, l'avenir le dira. En tout cas, il y en a un qui se situe en territoire tamoul. Il s'agit de Mahabalipuram. On va commencer par celui-là. Donc, Mahabalipuram, une ville portuaire baignée par les eaux du golfe du Bengale, qui a connu un événement catastrophique qui a permis de découvrir des ruines englouties au large. Donc même si ça commence à dater, la plupart des gens doivent se souvenir du tsunami dévastateur qui a eu lieu le 26 décembre 2004 en Indonésie, un tsunami meurtrier qui a fait plus de 200 000 morts. À Malipuram, ce matin-là, la mer se retire sur presque 500 mètres avant de revenir saccager le littoral. Les pêcheurs, les quelques habitants et les touristes qui avaient les yeux rivés sur la mer sont formels. Ils ont tous distinctement aperçu des formations rectangulaires alignées, comme des murs, le tout incrusté de coquillages et couvert de corail. Pour en avoir le cœur net, en 2016, une équipe de chercheurs s'est rendue sur place et a effectivement découvert, à plus de 800 mètres des côtes, un mur, un escalier et des blocs de pierre taillés à 8 mètres sous la surface de l'eau. La plupart des ruines seraient âgées de 1100 à 1500 ans. Ce qu'avaient donc vu les gens lors du ressac du tsunami en 2004 n'était donc pas une illusion d'optique, ils avaient bien vu des ruines englouties. Certains archéologues pensent qu'il pourrait s'agir des ruines d'anciennes pagodes mythiques qui auraient disparu en mer selon la légende et dont j'ai reproduit un dessin à l'image. Par ailleurs, en se retirant, l'eau a emmené des milliers de mètres cubes de sable, ce qui a eu pour conséquence de faire apparaître ce qui pourrait être les fondations de maisons ou d'un village sur la plage. Pas plus d'informations pour le moment. Ensuite, nous allons au nord-ouest de l'Inde, la Flèche Blanche, au niveau des ruines découvertes au large de Dwarka, dans l'actuelle mer d'Arabie. Donc, dans les années 60-70, des fouilles ont permis de mettre à jour des objets au niveau des fondations de la ville existante. Les archéologues ont alors eu l'idée d'aller tenter leur chance au large dans la mer d'Arabie à l'aide d'un sonar. C'est comme ça qu'en 2007, ils ont pu découvrir des pierres empilées qui pourraient s'apparenter au mur d'une structure de conception humaine. Ils ont également découvert des poteries dont la datation serait de moins 3500 avant Jésus-Christ. De surprenantes découvertes qui ont pu faire dire à certains que la légendaire cité de Krishna avait été retrouvée. Poursuivons avec le site de Kambat. En 2001, des chercheurs de l'Institut océanique indien mesuraient les niveaux de la pollution marine dans le golfe de Kambat à 11 km du rivage. Par mesure de routine, ils enregistrèrent des images acoustiques du fond de l'océan à l'aide d'un sonar. Ce n'est que plusieurs mois plus tard qu'ils se rendirent compte qu'ils avaient obtenu des images des ruines d'une immense cité engloutie à 40 mètres sous le niveau de la mer. Ces images montreraient, telles que la reconstitution tente de le faire là, à l'écran, des rangées de constructions rectangulaires qui s'apparentent aux fondations de maisons en ruine ou encore de routes. L'équipe de chercheurs a par ailleurs remonté des outils en pierre polie, des ornements et des figurines, des débris de poterie et des restes fossilisés humains. Des échantillons de bois fossilisés furent envoyés pour datation en carbone 14 à 2 laboratoires indiens. L'un proposa 5500 avant Jésus-Christ, l'autre 7500 avant Jésus-Christ. Si ces datations s'avéraient exactes, cela ferait de Kambat le site le plus ancien découvert en Inde. Cette datation suscita bien évidemment d'intenses controverses, on peut s'en douter.
Des archéologues signalent qu'il n'y a aucune raison de croire que le morceau de bois fossilisé appartient aux ruines de l'ancienne cité. Étant donné les forts courants marins de la région, il pourrait provenir d'ailleurs. Soit. Mais on a donc 3 sites de ruines situés au large des côtes, ce qui peut être expliqué par le fait que le niveau des eaux était plus bas d'une centaine de mètres il y a de ça plusieurs milliers d'années, notamment au niveau du pourtour bleu clair que vous voyez sur la carte. On a vu tout à l'heure que ça pourrait peut-être correspondre à cette légende tamoule de Kumarikandam. Et si cette légende était finalement vraie, et que des cités comme Kambat auraient réellement existé il y a plus de 10 000 ans, est-ce que cette civilisation n'aurait pas pu laisser d'autres vestiges ou ruines, témoignant peut-être d'un savoir-faire et d'une technologie avancée? Est-ce que les légendes de Kumarikandam et de la Lémurie ne sont pas rejointes à un moment donné de l'histoire de l'Inde? Ainsi, si on poursuit nos investigations en lien avec une possible civilisation lémurienne qui aurait existé dans l'océan Indien et qui aurait pu avoir des ramifications jusqu'en Inde, la difficulté va être de trouver des traces ou preuves archéologiques. Pour ce faire, nous allons rester en Inde pour nous intéresser et pour nous rendre aux grottes de Barabar, popularisées ces 3 dernières années par la série des bâtisseurs de l'Ancien Monde, pour ceux qui l'ont déjà vu ou qui connaîtraient la vidéo. Ces grottes, situées au nord-ouest de l'Inde, au niveau de la flèche jaune, sont taillées dans le granit brut et sont au nombre de 7. Karan Chopar, Sudama, Lomas Rishi, Visvakarma, Vapiyaka et Vaditaka, avec des entrées, ma foi, fort bien taillées dans le granit. Je ne sais pas si vous en pensez. Quand je vois l'entrée de Vapiyaka, notamment, je pense immédiatement à l'utilisation d'une scie circulaire. C'est quand même bizarre, hein, nos réflexions conditionnées par notre civilisation moderne, non? Et enfin, la grotte de Gopika, que vous pouvez distinguer en bas à droite de la photo. Donc maintenant qu'on connaît leur nom, qu'est-ce qui les rend si mystérieuses et pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à elles? Tout d'abord, en raison de l'impression de perfection qui se dégage de ces grottes taillées directement dans le granit et vraiment depuis la porte d'entrée. Dès le premier coup d'œil, c'est sans appel. Le travail est précis, les angles parfaitement réalisés, avec parfois même plusieurs angles qui se succèdent, ce qui rend d'autant plus compliqué la taille de la roche. Les surfaces intérieures sont lisses, impeccablement polies, à tel point qu'en fonction de la lumière, on peut même voir un être humain s'y réfléchir comme dans un miroir. Et pour obtenir un tel degré de polissage avec le granit, il faut une planéité qui égale celle du verre. Et ça tombe bien parce que c'est exactement ce que BAM, donc bâtisseur d'un ancien monde, a mesuré lors de son expédition sur site il y a 2 ans. À l'aide d'un rugosimètre, l'appareil sur la photo, ils ont pu déterminer sur ce mur la rugosité égale à 1 micron. La rugosité du verre étant située entre 1 et 2 microns, je pense qu'on peut en conclure que ces murs de granit sont plutôt pas mal lisses, ce qui explique qu'on puisse avoir des reflets de cette qualité. Donc BAM a également modélisé en 3D l'intégralité des 7 grottes, ce qui permet vraiment de comprendre pourquoi il se dégage cette impression de perfection. Et même si on se rend compte de très légères aspérités, on ne peut qu'être subjugué devant la régularité, la symétrie et l'harmonie qui se dégagent de ces formes géométriques. Surtout quand on sait que ces grottes ont été taillées dans du granit. Pour ma part, je ne me lasse pas de regarder ces images. Alors maintenant qu'on a vu ça, il y a quand même tout un tas de questions qui se posent. Est-ce qu'on sait qui les a taillés? Et puis quand? Et puis comment? Et puis pourquoi? Alors, sur le qui les a taillés, ça remonterait à 2300 ans et ce serait l'œuvre du peuple Maurya, d'après les inscriptions retrouvées gravées à l'entrée de certaines des grottes. C'est quand même plus simple pour les archéologues quand c'est signé, non? Cependant, un examen minutieux de la qualité de ces gravures montrerait plutôt une sorte de réappropriation de ces grottes. En effet, en ce qui me concerne, et je partage complètement l'analyse de BAM, je trouve que le contraste est plus que saisissant entre le poli remarquable du granit originel et cette gravure réalisée sans tact ni finesse,
Un travail de cette qualité ne rend clairement pas hommage au tailleur de la grotte. La gravure ayant vraisemblablement 2300 ans, elle a de toute façon été réalisée après le polissage des murs. Mais les grottes, elles pourraient très bien avoir été taillées il y a de ça des dizaines de milliers d'années. Hein. Car, pour rappel, il est impossible de dater une pierre taillée. Mais ne nous égarons pas et suivons l'hypothèse des archéologues pour expliquer comment ces Morias s'y seraient pris, technologiquement parlant, pour arriver à ce niveau de perfection. Ben, en tapant dessus, avec patience et régularité, pardi. Et ce, avec les outils de l'époque, bien évidemment, à savoir maillets et outils en métal à bout pointu. Et comment sait-on que les Morias s'y sont pris de cette manière? Eh bien, parce qu'une des 7 grottes est aujourd'hui inachevée, la grotte de Lomas Rishi. En fait, il y a 2 grottes inachevées, celle de Lomas Rishi et celle de Visvakarma. Mais c'est celle de Lomas Rishi qui est citée en exemple par les archéologues, parce qu'on peut voir très nettement que le sol n'est pas finalisé, en raison de ces rainures régulières qui sont caractéristiques, d'après eux, d'un travail manuel. On retrouve également des rainures bien visibles au niveau du plafond de cette même grotte, des rainures taillées par les ouvriers de l'époque, comme on peut le voir sur le bas-relief à droite, qui met en scène des ouvriers à pied d'œuvre pour creuser avec des outils pointus. Donc effectivement, il y a 2300 ans, la technologie de l'époque permettait aux Morias de creuser des grottes. Aucun doute là-dessus. Mais pour ma part, je trouve que ces fameuses rainures, qui pourraient faire croire à un travail inachevé, font fortement penser à la qualité médiocre du gravage des textes situés à l'entrée de certaines de ces grottes. Des textes, pour le coup, qui ont très certainement été gravés par les Morias, qui, en découvrant ces grottes, ont sans doute voulu se les réapproprier et graver qu'ils en étaient les auteurs. Ce ne serait pas la première fois qu'un peuple s'approprie l'œuvre d'un autre peuple qui l'a précédé. Parce que je ne sais pas pour vous, mais la différence est tout de même flagrante entre le poli impeccable des grottes et la qualité de la gravure des textes, non? Et cette grotte de Lomas Rishi, serait-elle vraiment une grotte non terminée si on suit l'hypothèse des archéologues? Ou alors pourrait-elle être le témoignage d'autre chose? Car il est étonnant de constater que les murs sont bien polis sur 3 côtés, alors que la voûte et le sol semblent encore bruts. Pourquoi finaliser complètement les murs, mais pas le sol ni le plafond? Est-ce que par exemple, le roi de l'époque, il y a 2300 ans, n'aurait pas pu demander à ses ouvriers de casser le polissage initial du sol et du plafond, pour tenter par exemple d'agrandir la grotte, ou encore pour vérifier qu'il n'y avait rien de caché dessous? Je pose juste la question. Hein. Ou est-ce que nous avons vraiment affaire à un travail inachevé, où des hommes se seraient acharnés pendant des années et des années à évider presque complètement cette grotte, à en avoir poli parfaitement 3 murs, et avoir le sol et le plafond en plan? Je vous laisse juge. Alors, est-ce qu'ils ont fait ça à la disqueuse automatisée, ce qui poserait bien évidemment la question de la technologie employée, ou est-ce qu'ils ont taillé tout ça à la main? Et enfin, dernière question concernant ces grottes, à quoi pouvaient-elles bien servir ces grottes de bar à bar? Parce que c'est pas le tout de creuser pendant des dizaines de milliers d'heures, si tant est qu'elles aient été creusées à la main, mais il faut bien que ça serve à quelque chose, ou à quelqu'un, non? Alors, les réalisateurs du film BAM pensent à une fonction en lien avec des propriétés acoustiques. Les formes et proportions de chacune des grottes ne seraient pas du tout liées au hasard, bien au contraire. Une des fonctions de leur conception serait peut-être de permettre à certaines fréquences de se diffuser de manière non aléatoire. En tout état de cause, ça demande des investigations complémentaires que BAM nous a proposées dernièrement. Pourquoi pas, effectivement. On va se tourner maintenant vers la version la plus plausible du point de vue des archéologues, la version sérieuse, quoi. Vous savez, la version avec des preuves, des faits, des écrits, du solide, quoi. Eh bien, pour les archéologues, ces grottes en granit taillé et poli comme du verre auraient servi à accueillir des ascètes nus et mendiants durant la mousson. Oui, oui. En gros, on aurait affaire à des abris lorsqu'il pleut, et ça aurait été un cadeau du roi de l'époque à une secte. Mais pas n'importe quelle secte, hein. Attention. Et comment on le sait? Eh bien, je vous le donne dans le mille, Émile. C'est comme le port salut, bah, c'est écrit dessus. En effet, tout à l'heure, je vous montrais à l'entrée d'une des grottes un texte très certainement gravé par le peuple Moria. Et quelle est la traduction de ce texte? Le roi Pilla d'Asie, dans la 19e année après son couronnement, a offert cette grotte dans la très agréable montagne de Kaalita pour qu'elle serve d'abri pendant la saison des pluies. Et à l'entrée d'une autre grotte, on peut lire ça, la grotte de Gopika, une place en terre cuite qui durera aussi longtemps que la lune et le soleil,
a été creusé à la demande de lors de son accession au trône comme un abri pour les Avijika pieux. Les Ajivika étant la secte en question. Franchement, tant d'attention à leur égard les a sans doute fait s'exprimer leur contentement, j'imagine. Et vous, est-ce que vous y croyez à cette histoire de grotte taillée dans le granit il y a 2300 ans pour servir comme abri pendant la saison des pluies à une secte? Est-ce qu'il est complètement inenvisageable d'imaginer une autre histoire, par exemple, pour bien se faire voir auprès de cette secte qui avait une certaine aura auprès de la population? Est-ce qu'un roi malin et stratège n'aurait pas pu donner ces grottes à cette secte en disant que c'est lui qui les a faites creuser pour eux? Quand bien même ces grottes auraient pu exister depuis des siècles ou des milliers d'années, et qu'il aurait suffi de graver 8 lignes de texte pour se les approprier. Est-ce que ce genre d'histoire est de l'ordre du possible ou est-ce que je suis réellement trop imaginatif? En même temps, avec mon métier, à force de côtoyer les gens de pouvoir, j'en viens à mieux comprendre leur stratégie pour conserver ce pouvoir. Parce que si on revient à l'objectif de ces grottes, à savoir protéger des humains de la pluie, ce qui est étonnant, c'est que quand vous tapez abri contre la mousson dans un moteur de recherche, vous avez plutôt ce genre d'image qui apparaît. Je trouve étrange qu'on ne nous propose jamais de photos de bunkers en granit de plusieurs mètres d'épaisseur pour se protéger de la mousson. Ce sont plutôt des photos d'abris fabriqués avec des bambous et des tôles qui sont montrées. En attachant solidement ces matériaux, les populations locales obtiennent une protection contre la pluie suffisamment résistante le temps d'une ou deux moussons. Alors c'est sûr qu'avec ces bunkers en granit ultra résistants, puisque conçus pour durer des dizaines de milliers d'années, les Ajivika ont dû être très très contents. Après, je peux comprendre les archéologues aussi. On a un contexte, un outillage performant, des textes qui indiquent la commande et la destination de ces grottes. Et il y a même une grotte de leur point de vue qui est inachevée, qui permet de comprendre la chaîne opératoire de la taille et du polissage. En clair, du point de vue de l'archéologie et de l'histoire, que voulez-vous de plus pour démontrer que ces grottes ne sont pas plus âgées que de 2300 ans et qu'elles n'ont pas été taillées par une autre technologie? Eh bien, moi, j'y peux rien, mais j'ai du mal à y croire. Poursuivons. Est-ce qu'on trouve d'autres grottes taillées dans le granit ailleurs en Inde? Eh bien oui. Par exemple, à Ellora, des grottes surprenantes, puisqu'un temple en entier a été littéralement excavé d'une paroi verticale de la colline. En clair, ils ont creusé et taillé le temple à même la colline de granit. Je vous laisse voir l'image. Certains des motifs taillés sont d'ailleurs d'une telle complexité qu'il a fallu très certainement des dizaines d'années pour les achever. Je dirais même qu'il a fallu avoir déjà l'idée de commencer un projet de telle ampleur. Le reste du site est composé de grottes troglodytiques aux proportions massives et gigantesques. Le tout ayant été apparemment creusé et taillé il y a 1300 ans, d'après les écrits ou poteries ou ossements retrouvés par les archéologues. Comme pour les grottes de Barabar, je pencherai plutôt également ici pour un réemploi de grottes qui auraient été taillées il y a plusieurs milliers d'années et qui auraient ensuite été réemployées et retaillées par différentes civilisations afin d'y mettre leurs pattes en matière de statuaires représentant des divinités. On trouve également les grottes d'Elephanta, directement creusées dans la roche-mère en basalte, le basalte ayant la réputation d'être une roche plutôt assez dure, voire même très dure. La grotte principale, d'une quarantaine de mètres de côté, est constituée de ces remarquables piliers massifs. Et en parlant de piliers massifs, j'avais également envie de vous emmener au temple de Hoysala-Shwara. Alors pourquoi? Parce qu'il est connu pour la finesse de ses sculptures et notamment de ses piliers. Et lorsqu'on zoome sur l'un d'eux, on dirait qu'il semble tout droit sorti d'une usine. Vous ne trouvez pas? Et ça paraît encore plus flagrant lorsqu'on place à côté, sur la photo de gauche, une pièce de métal en train d'être usinée sur une machine-outil moderne. Le genre de machine qu'on appelle un tour, qui sert à obtenir des finitions régulières sur un cylindre en métal. Et en l'espèce, sur les piliers du temple, il s'agit de roches et non de métal. Le temple en question ayant été construit il y a 850 ans, ce qui est attesté puisqu'une inscription l'indique à l'une de ses entrées, ces piliers n'ont bien évidemment pas pu être usinés avec des machines-outils modernes, mais bien par des ouvriers qualifiés de l'époque. Alors, depuis le début de cette conférence, ne vous ai-je pas dit qu'on ne pouvait pas dater la pierre taillée? J'avoue que j'aime bien répéter encore et encore cette vérité. Et comme on ne peut pas les dater, ne pourrait-on pas imaginer que ces piliers aient des milliers d'années et qu'ils auraient
qu'ils aient pu ensuite être réemployés pour la gloire d'un roi qui cherchait à asseoir son pouvoir. Qui sait? Que dire alors du fort de Maliabad? Avec cet empilement de pierres gigantesques, alors vraiment gigantesques, pour créer ce mur cyclopéen. C'est incroyable. L'ajustement des pierres ne respecte pas forcément les standards qu'on a l'habitude de voir au Pérou, par exemple, pour des murs gigantesques par ailleurs. Mais en termes de taille de pierre, moi je trouve que c'est déjà plutôt costaud. Avec bien évidemment toujours cette idée qu'on ne peut pas dater la pierre taillée. Celles-ci sont de mon point de vue sans doute bien plus âgées et que le peuple qui les a taillées et agencées est sans doute lui aussi tout aussi ancien. Et on ne peut pas parler de grosses pierres si on ne parle pas de mégalithes. N'êtes-vous pas d'accord? Et ça tombe bien parce qu'il se trouve qu'il y en a tout plein en Inde, des mégalithes. Comme ceux de Narthang, au nord-est, où on peut admirer ce menhir de fort belle taille, quand même, pour les amateurs de menhirs. Ou encore à Vibhutati Ali, où l'on trouve des alignements de menhirs. Oui, oui, moi aussi ça m'a surpris. Ce sont certes des menhirs plus petits que ceux de Karnak en France, mais ils sont indéniablement alignés. À tel point qu'un auteur anglais, Midos Taylor, en fit un relevé sur la carte de droite, où l'on voit que la disposition des dizaines de menhirs alignés crée une sorte de trame ou de grille régulière qui semble ne pas obéir au hasard, en tout cas d'après ce relevé à la main. Alors, pour faire un rapide récapitulatif de ce que je viens de vous présenter sur tous ces sites en Inde, on trouve des grottes taillées à même le granit ou le basalte avec les emblématiques grottes de Barabar, des temples construits avec des blocs de pierre gigantesques, des dolmens et des menhirs alignés dont on ne sait pas grand-chose, notamment sur le pourquoi ils ont été alignés, et enfin les 3 sites de ruines sous-marines que vous pouvez voir en bleu. Comme vous l'aurez remarqué, cette sélection de sites ne repose que sur le fait qu'ils ont été construits ou taillés dans des roches dures et donc durables, et donc on ne peut pas dater. Pour les archéologues, la plupart de ces sites seraient l'œuvre de civilisations qui se sont succédées entre moins 2500 et moins 500 avant aujourd'hui. Est-ce que ce serait faire offense à ces différentes civilisations de poser comme hypothèse que ces sites ont été réutilisés par elles? Non pas qu'ils n'en auraient pas été capables, mais en découvrant des grottes déjà taillées avant elles, serait-ce inimaginable d'envisager qu'elles auraient simplement pu les réutiliser pour certaines ou retailler par-dessus pour d'autres? Et cette civilisation lémurienne, si tant est qu'elle ait pu exister, pourrait-elle également expliquer les 3 ruines sous-marines qui étaient sans doute à l'air libre il y a de ça quelques milliers d'années en arrière? Genre, il y a au moins 16 000 ans, si je reprends cette carte, avec le niveau de l'eau plus bas d'une centaine de mètres. Et si ces cités avaient été à l'air libre un jour, cela signifierait aussi certainement, d'après cette carte, que l'Inde et le Sri Lanka ne formaient qu'un seul continent. Mais ça, c'était il y a 16 000 ans. Est-ce qu'il pourrait exister des sites au Sri Lanka qui montreraient des similitudes avec ceux que je viens de vous montrer en Inde et qui pourraient peut-être nous amener à penser qu'ils auraient été l'œuvre de la même civilisation qui vivait sur le même continent il y a de ça des milliers d'années? Genre des temples taillés dans du granit ou des trucs dans le genre qui sont indatables en l'état. Le Sri Lanka étant cette île au sud de l'Inde, juste là, à la flèche jaune, où on va aller. D'abord un petit zoom. Et nous voilà au Sri Lanka. Alors bien qu'il y ait d'innombrables mystères sur cette île et de sites tout aussi incroyables, je vais en aborder qu'un avec vous, parce que j'ai aussi le temps qui passe, mais pas n'importe lequel, le plus emblématique d'entre eux, à savoir Sigiriya. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, mais enfin, un site qui est complètement fascinant, sans doute d'ailleurs le plus fascinant du Sri Lanka. Alors, c'est quoi? Alors, c'est d'abord un gros rocher en granit qui émerge du sol et qu'on peut voir de très très loin. Quand on se rapproche par voie aérienne, on n'a pas franchement idée de pourquoi est-ce qu'on pourrait bien s'intéresser à ce gros caillou. Mais quand on se rapproche encore, on se rend compte que le sommet du rocher a été taillé et aplani et qu'on y distingue de nombreuses terrasses, ainsi que ce qui ressemble à une piscine. En tout cas, vu du ciel, ce qui est taillé au-dessus de ce rocher de granit paraît imprenable, au regard des falaises abruptes de chaque côté. Vu du sol, le sommet du rocher paraît encore plus imprenable, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Alors, d'après les archéologues, ce site daterait d'environ 1500 ans. Pour accéder au sommet, on va suivre le parcours d'un touriste lambda. Ce touriste devra passer plusieurs niveaux, le premier étant celui que vous voyez à l'écran.
Ensuite, il faut passer sous l'arche formée par ces deux gigantesques rochers. Il n'y a pas d'autre moyen pour atteindre le niveau supérieur. Donc, quand on y pense, c'est plutôt très pratique pour se défendre face à ses ennemis. Ensuite, il faut passer devant cette roche taillée qui pourrait s'apparenter à une terrasse aménagée. Mais on ne sait pas à quoi ça sert, hein. De plus près, ça a effectivement l'air d'être une terrasse. C'est parfaitement taillé dans la roche, très lisse, avec des niveaux de finition assez prodigieux quand on sait qu'il s'agit de granit, quand même assez incroyable. Puis quand on poursuit, on arrive à une plateforme à partir de laquelle part un escalier entre deux grosses pattes pour atteindre le sommet. Donc, d'après les locaux, ces deux pattes géantes taillées dans le granit seraient les pattes d'un lion et qu'autrefois une tête de lion existait également. Mais cette tête aurait malheureusement disparu. Une patte de lion? Ah bon? Parce qu'à première vue, lorsqu'on compare avec une vraie patte de lion, ou à celle du sphinx, certes plus utilisée, ou encore à celle d'une autre statue de lion au Sri Lanka, on se dit qu'on n'a pas tout à fait affaire à la même patte. N'existerait-il pas d'autres animaux avec lesquels on pourrait comparer cette patte? J'ai cherché et je me suis rendu compte que ce qui s'en rapprocherait le plus serait peut-être, et je dis bien peut-être, des pattes de dinosaures. Eh oui, et plus exactement du tyrannosaure. Comme les deux exemples que vous pouvez voir à droite. Des pattes qui sont des reconstitutions, bien évidemment. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, je trouve qu'il y a plus de ressemblance entre les pattes de Sigaria et celles de dinosaures qu'avec celles du lion. Toujours pareil. Qu'en pensez-vous? Et après avoir passé les papates de lion, il reste cette dernière partie à gravir avant d'arriver au sommet. Alors, il faut bien imaginer, évidemment, qu'à l'époque, il n'y avait pas d'escalier en métal, celui qu'on voit à droite. Et si on enlève l'escalier, qu'est-ce qui reste? Eh bien, il ne reste plus que ces étranges marques dans la roche, là, comme si quelqu'un avait marché dans la roche molle et qui avait laissé ses traces de pas, comme sur du béton frais ou du beurre, je ne sais pas. Car vous ne me ferez pas croire que ces marques dans la pierre sont des marches d'escalier. Non, c'est autre chose. En plus, lorsqu'il pleuvait, bonjour l'angoisse, car ça devait sacrément glisser. Bref, ce dernier passage, avant d'accéder au sommet, est quand même très bizarre. Mais bon, au vu de ce qu'on vient de voir du site, on n'en est plus à une bizarrerie près. Et une fois arrivé au sommet, tadam! D'abord, on admire la vue, parce que c'est quand même sacrément magnifique. Ensuite, comme apparemment c'est un roi qui est à l'origine de la construction du site, on cherche le palais du roi. Eh bien, déception, comme dirait à mon beau-fils dans le film Astérix, pas de palais, pas de palais. Il n'y a donc pas de palais, mais beaucoup de murs et de terrasses construites en briques rouges qui se succèdent, jusqu'à former par endroits comme une pyramide à degrés. Des structures en briques qui alternent avec des choses taillées dans le granit, comme ce sofa ou ce trône, au choix, qu'on a déjà croisé. On ne sait pas à quoi ça sert. Des structures parfaitement lisses, dont le style dénote quand même un peu avec les briques rouges, dont on pourrait dire qu'elles sont d'un style un peu plus contemporain. Il y a également ce qui pourrait ressembler à une piscine de 17 mètres par 11, elle aussi entièrement creusée dans le granit, avec vue imprenable sur le paysage quand même. Est-ce qu'il y a eu un palais construit il y a 1500 ans au sommet de ce rocher? Peut-être. Est-ce que la succession des bassins creusés dans le granit, ainsi que ces mystérieux bancs ou sofas en granit témoignent d'un autre usage? Est-ce que le sommet de ce rocher ne donne pas l'impression qu'il était destiné à être accessible principalement par voie aérienne et non pas par en bas, ce qui poserait la question de qui pouvait bien accéder par les airs? Était-ce un lieu de villégiature pour des aliens fatigués de dominer les humains? Ou pour des Lémuriens avec une technologie pouvant accéder au sommet par voie aérienne? Le mystère demeure. Pour finir avec cette visite de ce site magnifique et envoûtant de Sigiriya, des visiteurs plus curieux ont pris des photos des alentours. On peut y voir ces mystérieux trous dans le granit, dont personne ne sait pourquoi ils sont là, ni à quoi ça sert, ni pourquoi ils ont fait ça. C'est comme si des cubes de roche avaient été extraits d'un coup. Celui-là en particulier ne vous rappellerait-il pas d'autres sites ailleurs sur Terre? Alors, je vais vous aider. Comme par exemple au Pérou, où l'on peut voir des ressemblances entre le site de Sigiriya et certains sites péruviens bien connus, comme ceux de Sacsayhuaman ou Ollantaytambo.
C'est quand même pas banal, hein. Des ressemblances entre des sites qui sont distants de 17 000 km, surtout lorsqu'il faut traverser tout un océan. Non. Sauf si, bien évidemment, on part du principe qu'un continent préexistait entre les deux sites et que des survivants d'une catastrophe auraient accosté de part et d'autre de cet océan. Vous me voyez venir, n'est-ce pas? Il est maintenant temps d'évoquer l'autre légendaire continent perdu de cette partie du monde, à savoir Mu. Au préalable, je me permets de revenir sur cette carte que je vous ai déjà montrée tout à l'heure et qui montre les contours de la Lémurie tels qu'imaginés par le théosophe Walter Scott Elliott. Pourquoi je vous montre cette carte? Parce qu'elle correspond à la dernière période imaginée par les théosophes concernant la Lémurie, avant sa destruction il y a 80 000 ans. Exactement comme le récit du chef Hopi Ours Blanc, qui a relaté que son peuple était les descendants des habitants d'un continent qui existait dans l'océan Pacifique et qu'il nommait Cascara. Et dont il dit que ce continent aurait également été détruit il y a 80 000 ans, sans préciser les causes de cette destruction, tout comme les théosophes n'ont pas précisé les causes de la disparition de ce qu'il restait de la Lémurie. Quoi qu'il en soit, il est étonnant de constater que ces deux histoires concordent au niveau de la date de destruction d'un continent il y a 80 000 ans. On voit aussi que les contours de la Lémurie des théosophes ne montrent pas de continent dans l'océan Pacifique, à la différence de James Churchward, qui, pour son livre en 1930, dessina les contours de ce continent Mu, comme je vous le racontais tout à l'heure. Mais Churchward dit dans son livre que ce supercontinent aurait été détruit il y a 12 000 ans. Donc voilà, comme je disais tout à l'heure, un broglio sur l'Atlantide, Mu, 12 000 ans, 80 000 ans. Il y a eu beaucoup de confusion depuis un siècle et demi sur ces datations et ces localisations géographiques. Donc pour la suite, je vais utiliser cette carte de Churchward et le nom de Mu. Et je vais utiliser également les éléments racontés par Ours Blanc en gardant cette date d'il y a 80 000 ans. Donc qu'est-ce qu'il nous raconte ce chef Hopi concernant les survivants? Eh bien, il y a 80 000 ans, donc il y a eu une catastrophe sur Mu, Cascara, et certains groupes de survivants se seraient réfugiés tout autour de l'océan Pacifique, sur les côtes du continent américain, avec un gros contingent en Amérique du Sud, mais aussi au Mexique, au Japon, en Indonésie, en Australie ou encore en Nouvelle-Zélande. Sans compter tous ceux qui seraient parvenus à rester sur les sommets des montagnes de l'ancien continent, des montagnes qui seraient petit à petit devenues des îles lorsque le continent se serait enfoncé sur lui-même. Mais est-ce que cette histoire de l'existence d'un continent dans l'océan Pacifique serait plausible du point de vue des recherches anthropologiques et des découvertes des ossements humains les plus anciens qu'on connaisse aujourd'hui? Car 80 000 ans en arrière, ça commence à faire loin dans le temps, surtout à l'échelle de notre espèce, Homo sapiens. Alors il se trouve que oui, de nombreux sites attestant de la présence d'Homo sapiens sont découverts un peu partout sur Terre au fur et à mesure des fouilles, que ce soit par des ossements ou autres. Je vous ai mis au niveau des points blancs les sites les plus anciens à ce jour autour du Pacifique. On est dans une fourchette allant de moins 30 000 ans au Canada à moins 80 000 ans en Chine, où des dents ont été trouvées il y a quelques années de cela. À la lecture de la datation et du positionnement de ces sites, on pourrait se dire que ce serait pas si déconnant d'imaginer que les traces découvertes viennent d'ancêtres des rescapés de Mu. Vous pensez pas? Ce n'est bien évidemment pas du tout la version de la théorie aujourd'hui en vigueur, car la théorie en vigueur nous raconte qu'après être sorti d'Afrique il y a de ça 100 000 ans, Homo sapiens aurait pris son temps pour parcourir l'Asie du Sud-Est et aller jusqu'en Australie, et dans le même temps, se serait risqué à aller jusqu'au contrefort de la Sibérie pour traverser le détroit de Bering et passer sur le continent américain dans une fourchette allant de 13 000 à 23 000 ans. Sauf que, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais je vous le dis, les dates affichées sur les points blancs ne collent pas du tout avec l'estimation du moment où Homo sapiens serait normalement dû poser le premier pied sur le continent américain. Par exemple, le site de Pedra Furada au Brésil annonce moins 60 000 ans, soit au moins 40 000 ans avant qu'Homo sapiens n'ait été censé y arriver. Le consensus scientifique commence donc à s'effriter concernant la colonisation du continent américain. Certains anthropologues commencent même à évoquer la possibilité que les premiers arrivants d'Amérique du Sud soient arrivés par bateau et non à pied. Et ce n'est pas moi qui le dis. Alors, serait-il possible que les premiers arrivants sur le continent américain, mais aussi en Asie du Sud-Est ou en Australie, seraient arrivés de Mu, comme semblent l'attester les dernières découvertes anthropologiques? Et si oui, est-il possible que ces rescapés aient laissé des traces de leur passage, que ce soit d'un point de vue technologique ou de différences morphologiques?
J'ai déjà beaucoup parlé. Hein. Vous aurez compris qu'on ne peut pas balayer ces sujets de mu et de la lémurie en 30 minutes chrono, hein, au regard de la complexité du sujet et du nombre d'informations à traiter et à synthétiser. Donc, pour finir sur cette conférence, je vais m'intéresser à certains sites qui, de mon point de vue, pourraient avoir un lien avec cette lointaine civilisation de mu. Toujours en lien avec des sites avec des roches taillées qu'on ne peut pas dater. Alors, même question que pour la lémurie, hein, trace or not trace, that is the question. On va commencer par les îles dans le Pacifique, mais pas forcément par la plus connue d'entre elles hein, pour le moment. On va commencer par l'île Tongatapu, qui fait partie de l'archipel des Tonga, où on peut voir ce triliton, à savoir une pierre posée sur deux autres. Ça fait plusieurs dizaines de tonnes. La légende locale raconte que ces blocs de pierre auraient été bâtis par le demi-dieu Maui en transportant les trois blocs sur ses épaules. Bon. Pour les archéologues, il s'agirait plutôt d'un portail menant à un domaine royal et pourquoi pas un calendrier solaire. Bon, c'est posé là, en tout cas, on ne sait pas d'où ça vient. Dans le même genre mégalithique, hein, aux îles Mariannes, à plusieurs milliers de kilomètres de là, on trouve ces piliers géants coiffés d'une demi-boule avec le côté plat vers le haut. C'est très gros, c'est très grand, c'est très lourd. Pour les spécialistes, ces piliers serviraient d'assises aux constructions traditionnelles. Bon, mais on n'en trouve pas des constructions traditionnelles. Mais pourquoi pas? Sauf que quand on voit ce dessin du 19e siècle, on se dit que la bâtisse qu'il devait soutenir devait être vraiment, vraiment gigantesque. Bâtisse dont on n'a malheureusement plus de traces aujourd'hui. On se demande quand même si ces piliers n'avaient pas vraiment un autre usage. Suivez mon regard. On en arrive au plat de résistance de ces îles pacifiques, hein, celle qui suscite le plus de fantasmes, j'ai nommé l'île de Pâques. Donc c'est une île éloignée hein, de toute terre, à 3700 km du Chili, à 2000 km de l'autre île habitée la plus proche, un caillou de 20 km de long sur 20 km de large, perdu au milieu du Pacifique. Et pourtant, on y trouve ça. Des statues appelées moai, parfois alignées, parfois non, qui tournent la plupart du temps le dos à l'océan et qui regardent vers le ciel. Comme on le voit mieux sur cette photo, ils regardent tous vers le ciel. Donc, parfois, ces statues sont surmontées d'un énorme chapeau en basalte rouge, hein, appelé pukao, qui peut peser jusqu'à 10 tonnes. Bon. Que dire de plus que ce qui a déjà été dit? Bon, déjà que j'y étais en 2016 hein, et que franchement, ça vaut le coup d'œil. On peut également ajouter que les têtes en basalte qui dépassent du sol ont un corps, parfois très longiligne et parfois plus arrondi. Les 800 moai étant toutes différentes dans leur morphologie, leur taille, leur poids. Et si on zoome sur le bas d'une de ces statues, il est possible de voir les fines mains sculptées se rejoindre en bas du ventre sur un mystérieux symbole dont personne ne sait ce que c'est, ni à quoi il pouvait servir. Quoi que ce soit, en tout cas, on peut voir sur cette photo que le moai est géant, près de 9 mètres de haut pour 80 tonnes. Ce qui donne le tournis lorsqu'on le regarde d'en bas. Mais on ne trouve pas que des statues géantes sur l'île de Pâques. On trouve aussi ce genre de mur mégalithique qui permet de supporter les statues qui étaient posées dessus du temps de leur splendeur. Des murs avec des blocs de plusieurs dizaines de tonnes qui ont sacrément bien résisté au temps, tellement d'ailleurs qu'ils paraissent sans âge. Et comme on ne peut pas dater la pierre taillée, pourquoi ne pas imaginer que ces murs aient 80 000 ans? Comme vous pouvez le voir sur cette photo, la particularité de ce mur est cette petite pierre encastrée entre 4 autres grosses pierres. Il n'y a pas de ciment pour faire se joindre les pierres. Elles sont parfaitement encastrées les unes dans les autres. Pourquoi un tel souci du détail pour insérer cette plus petite pierre? Et encore plus étonnant, on retrouve le même genre de particularité architecturale à Cusco, au Pérou, à 4200 km de là. Est-ce qu'à partir de ce simple élément, il est possible d'établir une connexion entre l'île de Pâques et Cusco et par le fait que la construction de ces murs soit le fait d'une même civilisation avancée sur le plan technologique? Je sais pas. En tout état de cause, la suite de notre voyage nous emmène au Pérou, à Cusco, donc à 4200 km de l'île de Pâques. Donc ce morceau de mur, où l'on voit la petite pierre, fait partie d'un mur beaucoup plus grand, appelé le mur de l'Inca Roca, à savoir le mur du palais de l'empereur Inca.
La façon dont les pierres sont jointives est la même que sur l'île de Pâques. Jointure extrêmement fine, azuletage parfait, avec des pierres qui ont même parfois 12 angles, comme vous voyez en bas à gauche, ce qui est quand même assez spectaculaire. On sait aujourd'hui que ces techniques de construction permettent aux murs de résister aux tremblements de terre qui sont très très fréquents à Cusco. Il est avéré que ce mur a parfaitement résisté à plusieurs violents tremblements de terre, alors que des murs plus récents, construits avec du ciment, se sont effondrés. Alors, est-ce que ce sont les Incas qui ont construit ce mur ou une civilisation beaucoup plus ancienne? Moi, je pencherais pour la deuxième version. La même question se pose sur le site de Sacsayhuaman, qui est à 20 minutes à pied de Cusco, qui est en surplomb de la ville. De quoi il s'agit? C'est 3 murs d'environ 400 mètres de long qui sont construits en forme de dents de scie, comme s'il s'agissait de murs d'enceinte, pour protéger un édifice qui devait exister sur les ruines situées au-dessus de ces 3 murs, là où on aperçoit le cercle en pierre sur la photo. Là encore, on est stupéfait de la perfection de l'empilement des pierres les unes dans les autres, qui ont clairement été bâties de cette façon pour pouvoir résister aux tremblements de terre, mais sans doute peut-être aussi pour une vocation de mur d'enceinte, pour défendre une cité ou un temple. Certaines de ces pierres ont parfois des formes improbables, donnant presque l'impression qu'elles ont été moulées les unes sur les autres, comme des morceaux de beurre qui seraient venus s'empiler parfaitement avant de sécher. Vous voyez sur la photo de gauche comme les pierres ont été taillées de manière à générer le coude du mur. Sans compter la démesure en termes de poids de certaines pierres. Celle-ci, par exemple, pèserait dans les 200 tonnes. Et celle-là n'est sans doute pas loin de ce poids également. Alors, comment ont-ils pu transporter ces pierres, qui pour certaines proviennent de carrières situées à quelques 30 km de là, et que comme on est en montagne, il y a la contrainte du dénivelé. Les Incas étaient-ils capables d'une telle prouesse il y a 600 ans? Bon, à mon avis, non. On va rester dans les pierres taillées gigantesques, puisque de mon point de vue, il s'agit de sites qui auraient été bâtis par les descendants de Mu, pour nous rendre au Mexique, à Veracruz, où ont été retrouvées ces têtes géantes, dites de la culture Olmec. 17 ont été retrouvées à ce jour, toutes représentant des hommes d'âge mûr avec des joues bien en chair. La plus grande pèse 50 tonnes. La méthode et la logistique de transport des pierres qui ont servi au taillage de ces têtes restent un mystère. Voilà. Ni même qui étaient ces êtres, ces humains qui sont représentés. Est-ce que ça pourrait ressembler au visage de certains habitants de la lointaine Mu? On va poursuivre au Japon, à Osaka, là où on peut trouver également peut-être les réalisations de potentiels rescapés de Mu. Alors, les connaisseurs d'Osaka diront, ben oui, il va forcément parler des murs du château d'Osaka, composés d'énormes blocs de pierre. Et ils auraient bien raison, car effectivement, certains de ces blocs sont gigantesques, comme vous pouvez le voir ici. Et si on fait davantage attention à ce mur, on peut aussi voir ceci. Est-ce que ça ne vous rappelle pas quelque chose? Oui, bien sûr, ce que je vous ai montré tout à l'heure, avec la même finesse d'encastrement d'un petit bloc autour de 4 blocs beaucoup plus gros sur un mur à Cusco et à l'île de Pâques. J'ai aussi rajouté un élément d'un des murs de Sacsayhuaman en bas à droite. Si on poursuit la visite des murs de ce château d'Osaka, on peut voir cette gigantesque pierre qui est appelée la pierre Octopus, qui est évaluée aux alentours de 150 tonnes. Mais si je souhaitais vous emmener à Osaka, ce n'était pas uniquement pour vous montrer les mégalithes du château. Non, la pierre que je souhaite vous montrer et qui est sans doute beaucoup moins connue, c'est celle-là. Elle est appelée Ishino Oden, qui veut dire littéralement sanctuaire de pierre. Il s'agit d'une des 3 merveilles du Japon. C'est un énorme mégalithe coincé entre une falaise et le sanctuaire qui lui est dédié. Donc c'est pas facile de voir à quoi il ressemble, on voit juste que c'est énorme, surtout quand on voit un être humain en comparaison. Le monolithe pèserait plus de 400 tonnes au bas mot. Il est également appelé pierre flottante parce qu'il semble flotter littéralement à la surface de l'eau, donnant une image très puissante à la scène. Personne ne sait qui l'a créé, et encore moins pourquoi. On sait juste qu'il a été taillé dans le flanc de la montagne environnante. Et si on le reconstitue en 3D, ça donne ça. Alors d'emblée, moi, en voyant cette image, j'ai pensé à une sorte de gigantesque mécanisme censé s'ouvrir et se refermer comme une porte de coffre-fort de banque ou un bouchon de fermeture de 400 tonnes, quand même. La seule chose qu'on sait, c'est que c'est massif, c'est mégalithique, c'est taillé. Mais taillé par qui? Pourquoi? Tout cela reste un complet mystère.
Le dernier site que je souhaitais vous montrer, qui est cette fois sous-marin et qui est sans doute le plus connu de ceux qui s'intéressent au mystère de Mu, c'est Yonaguni. Donc, la structure sous-marine de Yonaguni, c'est une gigantesque structure en grès découverte en 1985 au large de l'île du même nom. La structure de 75 mètres de long et de 25 mètres de haut est constituée d'une immense plateforme interrompue par des failles, formant de grandes marches angulaires, presque à angle droit, bien marquées et à l'apparence lisse. En raison de cette apparence lisse, et du fait qu'elle soit peu érodée et peu colonisée par la vie marine, certains auteurs estiment qu'elle pourrait être artificielle et très ancienne, et notamment datée de la dernière glaciation il y a au moins 12 000 ans, lorsque le niveau de la mer était beaucoup plus bas qu'aujourd'hui. Tandis que les archéologues, eux, estiment qu'il s'agit d'une simple formation géologique naturelle. En reconstitution 3D, voilà à quoi le site ressemble. Voilà. Alors, est-ce que c'est naturel? Est-ce que c'est artificiel? Bon, aujourd'hui encore, la question demeure. Donc, quand on voit ces sites mégalithiques gigantesques répartis autour du Pacifique, je ne peux m'empêcher de penser au fait qu'ils soient la création des descendants d'un seul et même peuple qui pourrait venir de Mu, qui aurait existé il y a de cela des milliers d'années dans le Pacifique. Et comme on a des possibles traces mégalithiques du passage de ces descendants, est-ce qu'on n'aurait pas également des traces physiologiques de ces descendants? Par exemple, en lien avec ces étranges crânes allongés que l'on retrouve dans des figurines au Japon ou au Mexique, et qui pourraient laisser croire à des humains ou des hybrides humains qui auraient eu à une certaine époque des capacités cognitives bien plus développées que celles d'Homo sapiens, leur permettant ainsi de tailler et de transporter ces mégalithes avec beaucoup de facilité, avec une autre technologie. Le plus fascinant là-dedans, c'est qu'on a vraiment retrouvé de vrais crânes allongés, et devinez où? Au Pérou, à Paracas, sur la côte pacifique, à quelques encablures de Cusco. Plusieurs de ces crânes ont été retrouvés et sont aujourd'hui exposés dans plusieurs musées du pays. Les crânes retrouvés à Paracas présentent plusieurs anomalies anatomiques, on peut s'en douter, par rapport à un crâne d'humain normal. Voilà. Il est notamment observé que les crânes de Paracas peuvent contenir un cerveau qui est 40% plus volumineux que le nôtre. Par ailleurs, des analyses de ADN de dents, des os de crâne et de cheveux ont été réalisées. L'ADN de ces mystérieux crânes présenterait des mutations inconnues à ce jour. Bien évidemment, les scientifiques rétorquent le fait que ces crânes ont été volontairement déformés à l'aide de planchettes et de cordelettes afin, comme disent les autochtones, de ressembler à leur dieu. Oui, c'est vrai, de nombreux crânes sont issus d'une déformation artificielle, comme vous pouvez le voir sur les schémas à l'écran. Sauf que la déformation volontaire n'agrandit pas le volume de la boîte crânienne. Ce n'est pas parce qu'on crée une contrainte sur le crâne que ce dernier se met à grandir subitement. Étonnamment, il y a pas mal de littérature sur les crânes qui ont été déformés artificiellement, mais beaucoup moins sur ceux qui n'ont pas été déformés. Alors, à quelle espèce appartenaient donc ces crânes? En reconstitution 3D, ces crânes pourraient nous donner ces trois humains. Alors, avec des crânes pareils, on peut se dire en toute logique qu'ils avaient peut-être plus facilement accès à des capacités cognitives plus développées que nous, la télépathie, la télékinésie. En tout cas, les crânes allongés de Paracas sont la preuve formelle que ces êtres ont existé un jour sur Terre. Est-ce qu'on peut dès lors s'amuser à imaginer une sorte d'hybridation entre des êtres venus de l'espace qui se seraient installés pendant un temps sur Mu, il y a de ça des dizaines de milliers d'années, en créant notamment le temple de la régénération, qui est évoqué par certains médiums dans certains livres? Ces êtres auraient-ils contribué à façonner l'espèce humaine pour l'amener à un haut niveau de conscience, tout en se mélangeant avec notre espèce, créant ainsi une hybridation qui pourrait expliquer ces fameux crânes allongés? Des êtres venus de l'espace qui pourraient correspondre à certaines légendes venues des Incas, des Mayas, des Hopis, des aborigènes en Australie, mais également au Japon ou en Chine, et dont il est dit qu'ils pourraient venir d'Orion, des Pléiades ou encore de Sirius. Me voilà arrivé au terme de cette présentation. Que dire en synthèse? Déjà que j'espère vous avoir aidé à mieux éclaircir l'origine
de ces deux continents légendaires, hein, parce que quand on commence à s'y coller, c'est pas si simple. Deux continents qui, pour moi, sont bien évidemment différents, même s'il est bien évident qu'il y a eu des connexions entre ces deux parties de la planète, hein, au gré des bouleversements géologiques, des guerres incessantes, des déplacements de population ou tout simplement d'échanges culturels et intellectuels. Hein. Voilà en gros tous les éléments que dont je souhaitais vous faire part aujourd'hui. Hein. Alors j'ai bien conscience hein, que tout cela était très dense, très copieux, mais vous aurez compris qu'il serait trop simpliste de balayer trop rapidement ces deux histoires qui m'ont pris, oui, effectivement, presque 1 heure et demie. Et cette fois, c'est terminé. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Romain. Je pense que tu as fait un formidable travail. Super complexe et Merci super Rada. riche. J'espère que tout le monde est très content et on a enregistré ça. Si tu veux, on peut avoir quelques minutes de questions et Ah bah bien réponses. sûr, Je oui, vais bah oui, arrêter avec plaisir. l'enregistrement. Oui, comme ça.